Bonjour à toi, le format des épisodes évolue et s'adapte à tes retours. Pour te permettre une écoute plus fluide, chaque sujet sera traité en 3 épisodes, respectivement attribués à une rencontre, une personne. Tu écoutes la 3e et dernière rencontre du 2e sujet d'Ipséité nommé « Être français ou française et d'origine étrangère ». Dans le cadre de ce sujet, tu as l'opportunité de rencontrer 3 personnes, 3 Français et Françaises. Ces 3 Français ont des origines de pays étrangers ou de territoires historiquement étrangers. Pour ce sujet, j'ai fait le choix de rencontrer des personnes racisées aux origines non européennes. Toutes nées en France, ces personnes ont grandi et évolué en France. Au cours de leur vie, leurs origines ont déterminé en partie ce qu'elles sont, leur rapport aux autres, mais aussi le comportement d'autrui à leur rencontre. Maxence est la 3e rencontre de ce sujet, français et d'origine martiniquaise. Nous parlerons notamment de l'histoire de la Martinique, de la représentation des personnes issues des DOM-TOM en hexagone, du sentiment d'être étranger dans son propre pays et de sa fierté liée à ses origines. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te laisse donc rencontrer Maxence, français et d'origine martiniquaise, que j'ai rencontré grâce aux réseaux sociaux. Bonjour Maxence. Bonjour Raphaël. Avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Ouais. Alors moi c'est Maxence, alias Saint-Maxence depuis toujours, mais officiellement depuis peu. J'habite à Bruxelles, j'ai 23 ans. J'ai vécu en Martinique et je suis né en Martinique, donc caribéen. Et, euh, et voilà, et ça fait 5 ans que j'habite en Europe, entre Toulouse et Bruxelles. Si je t'invite dans cet épisode, donc un nom qui est être français d'origine étrangère, tu parlais notamment d'être français et d'ailleurs, euh, ça peut poser question de par des origines qui sont considérées d'un point de vue des papiers d'identité comme français, mais l'histoire de la Martinique, elle a une histoire particulière. Je lisais que c'est seulement depuis 1946 que la Martinique est Un département un département de la France, français, mais exactement. avant c'était plutôt un territoire colonisé. C'était un territoire colonisé, ça l'a toujours été, je dirais. Enfin, il y a eu l'époque des Arawaks et des Caraïbes à l'époque, mais donc c'était vraiment les tribus qui vivaient là-bas avant. Et puis en fait, il n'y a aucune trace en fait de tout ça. Mm. Tous les peuples, en tout cas sur les îles, ont disparu, quoi. Et du coup, il n'y a aucune descendance de ça. Donc ouais, ça a toujours été une colonie. Si on part du principe qu'en fait, toutes les personnes qui y ont toujours habité sont des personnes qui ont soit été importées, soit qui sont allées tout seules. Mm. Donc ouais, ça a toujours été une terre un peu qui a été décimé, entre guillemets, puis on a installé des nouveaux trucs, donc ouais. Ouais, justement, j'étais assez marqué en allant sur le site martinique.fr, sûrement le site touristique, et après sur le site du gouvernement. L'histoire, alors il y a une petite phrase sur avant 1502, je crois, la découverte de Christophe Colomb, mais après l'histoire, d'un point de vue français, elle commence en 1502, quoi. Exactement, l'histoire de la Martinique commence en 1502. Enfin, on a des preuves qu'il y avait quelque chose avant, mais oui, en tout cas, oui, c'est sûr et certain. Parce que dans tous les cas, tout ce qui nous reste n'est que de l'importation africaine ou indienne et européenne. Et en quoi tu trouves ta participation pertinente dans cet épisode ? Alors, parce qu'en fait, quand on vient d'outre-mer, alors, la Martinique encore, on est assez choyé, et les autres départements aiment bien nous charrier là-dessus, mais quand on est d'un département d'outre-mer, donc que ce soit Martinique, Guadeloupe et encore plus la Guyane et encore plus Mayotte, ou la Réunion, on va pas oublier la Réunion, c'est vrai qu'on a l'impression d'être étranger dans notre propre pays. Donc on a les papiers, on a tout ce qu'il faut pour être français. Mais il y a être français et être considéré français, et du coup il y a quand même cette différence. Bon alors, voilà, moi j'ai pas non plus tous les attributs qui font que je peux être un peu, on peut délégitimer ma nationalité, puisque je suis assez clair de peau et que je suis métissé, ma mère étant blanche et mon père étant noir. Mais c'est vrai que malgré tout, rien que sur l'appellation Outre-mer, rien que sur le fait de parler de la France hexagonale comme de la métropole, sous-entendant donc qu'il y a encore des colonies, ça donne quand même l'impression, et puis aussi le traitement qui est totalement différent entre ce qui se passe en hexagone, ce qui peut se passer en Outre-mer, la réactivité du gouvernement, etc.
Rien que le fait de se dire que Macron est allé plus de fois au Liban en quelques mois que dans les Antilles dans tout son mandat. Il y a un peu ce traitement différencié, quelque chose qui donne l'impression d'être un étranger dans son propre pays. T'es né en Martinique, Ouais, t'as grandi en Martinique. À oui. partir de quel âge tu commences à percevoir qu'il peut y avoir une différence d'identité ou de traitement? Je pense toujours parce que, comme je disais, ma mère est blanche. Elle a déménagé en Martinique quand elle avait la vingtaine. Et en fait, elle a toute sa famille, du coup, qui est en hexagone, un peu éparpillée dans l'est de la France, l'ouest, etc. Et du coup, tous les étés, je les passais dans ma famille, du coup, Mhm. en France hexagonale. Et en plus de ça, à l'âge de 3 ans, mon père est parti vivre à Paris. Donc en fait, c'était un peu l'inversement des rôles. Il y avait le Martiniquais qui était en France hexagonale et celle qui vient de France hexagonale qui habitait en Martinique. Et donc du coup, je passais tout le temps mes étés ici et je voyais très bien en fait la différence, qu'elle soit culturelle, mais alors encore plus du coup avec ma famille côté maman, puisque mon père restait quand même un Martiniquais. Il y avait vraiment une impression, une distance en fait qui m'a toujours suivi en fait. C'est-à-dire que vraiment, même dans ma crise d'adolescence, lorsque la famille de ma mère donnait des conseils sur ma scolarité, des trucs comme ça, je disais tout le temps, je m'en fiche de ce que ta famille peut me dire. Parce Mhm. qu'il y avait vraiment cette différence qui se faisait en moi, et ils m'ont jamais traité différemment, il n'y a jamais eu de problème avec ça, mais il y avait quand même ce truc, je saurais pas vraiment expliquer. Il y avait quand même cette distance qui se fait et que je ressens toujours. Quand je passe à Noël, par exemple, je vois très bien que on a des délires avec ma mère maintenant, puisque ça fait plus de 30 ans qu'elle habite là-bas, que les autres peuvent pas percevoir. Et pareil, on a aussi on va dire, une tendance à juger un peu les délires des autres aussi, que nous, on partagerait pas ou plus Mhm. pour elle. Et du coup, ça a toujours créé un peu, même au sein de la famille, une certaine, bon alors pas de distance, on n'est pas fâchés, on n'a rien du tout, au contraire, on s'entend tous très bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a quelque chose de particulier, en tout cas de mon point de vue. Peut-être pas du leur, mais de mon point de vue, il y a quelque chose de différent. Tu vis en Martinique jusqu'à quel âge? Parce qu'à mes 18 ans. À 18 ans, tu arrives dans la France hexagonale, Mhm, à à Toulouse. Toulouse. Est-ce qu'à ce moment-là, ça vient te mettre en difficulté? Non. Alors, je dirais que non, parce que je suis parti avec des amis, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette tendance à un peu rassembler la diaspora, quoi. Et à être vraiment souvent collés ensemble, un peu avoir le confort au début. C'est normal, on venait d'arriver. Donc là, ça n'a pas été si difficile que ça. Il y a eu quelques trucs qui m'ont un peu énervé quand tu te confrontes à d'autres personnes du coup qui connaissent pas du tout et qui plutôt que de poser des questions sortent des âneries. Du genre vous avez l'électricité là-bas. Ah ouais tu rentres en Martinique mais comment il y a un aéroport, des trucs comme ça. Enfin vraiment des trucs qui sont purement des âneries en fait. C'est-à-dire que c'est même pas des questions. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui puissent se demander est-ce qu'il y a une différente monnaie? Est-ce qu'il y a une monnaie différente? Puisque, bien sûr, c'est pas sur le continent européen, donc voilà. Mhm. Est-ce que vous faites partie de l'Union européenne, puisque vous n'êtes pas vraiment dans l'Europe? Ça, je peux considérer que ce sont des questions qui, bon, paraissent un peu bizarres, puisque, bon, on reste français, donc logiquement, on a tout, Mhm. l'attirail qui va avec. Mais en même temps, ça reste plus légitime que est-ce que vous avez l'électricité? Enfin, je veux dire, Mhm. je suis arrivé en 2015, quoi, donc bon, il y a pas de... Voilà. Mais ça reflète, enfin pour moi, là, de ce que tu m'en dis, ça me reflète l'idée que il n'y a aucun apprentissage, aucune éducation d'existence des départements dom-tom, enfin des dom-tom, euh, au même titre que peut être la Lot-Garonne, Île-de-France. Il y a très clairement aucun apprentissage de l'outre-mer en hexagone, mais chez nous aussi. Mm. C'est ça le truc, c'est que on a très peu de choses qui nous concernent dans le programme. Quand on va parler d'esclavage, on va parler du commerce triangulaire, c'est ce qu'on va apprendre à l'école. Et on va pas apprendre toute l'histoire qu'il y a derrière et qui nous impacte directement, nous. Euh, Quand on va parler France, on va parler donc d'apprendre les départements, justement, savoir placer la Loire, savoir placer ceci, le Rhône, il est où, patati patata, mais par contre, nos propres rivières, on ne sait pas les placer. Et il y a encore des jeunes, je me rappelle, je crois que c'était en 2010 où ils avaient fait un peu, ils avaient été dans des classes. Il y a des enfants qui arrivaient à dire que la Martinique était encerclée par l'océan Atlantique et la mer Méditerranée alors que c'est la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, certes, mais voilà, ça montre vraiment que même là-bas, il n'y a pas d'apprentissage. Et je sais que quand j'ai rencontré mon ex qui venait de Toulouse, il y avait vraiment ce côté où j'étais vraiment limite furieux de voir qu'il avait un peu cette méconnaissance et tout. Et c'est vraiment plus tard que j'ai vraiment compris qu'il y a une absence totale d'apprentissage sur ça.
et que voilà. Il y a des difficultés. Pour toi, les plus gros clichés qui existent sur la Martinique qui sont à déconstruire sont lesquels? Alors, le premier gros cliché, c'est vraiment un peu le peuple pas très civilisé, qui est un peu en retard de croissance économique, etc. Comme ça, on était vraiment une frange à part de la France. Mais bon, après, quand on voit comme l'état de Mayotte, on peut se dire que l'État français laisse quand même ses départements à l'abandon. Mais pour moi, je pense que la plus grosse critique que j'entends à chaque fois et qui commence à me taper un peu sur le système, c'est le racisme anti-blanc qui existerait en Martinique et le fait que ce serait moins pire en Martinique qu'en Guadeloupe. Et je pense que c'est vraiment un truc à déconstruire parce que en fait les gens ne se rendent pas compte que déjà il y a eu un peu l'Européen qui s'est imposé et qui est vraiment resté. Il faut quand même se dire Ouais, que l'abolition de l'esclavage c'est 1848, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. ouais. Et donc du coup il est resté et en plus de ça il est resté en position de pouvoir, clairement. Ils ont eu les postes à responsabilité, c'est eux qui sont devenus les fonctionnaires sur l'île. C'est eux qui sont devenus les préfets, c'est eux qui sont devenus tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une île qui doit être, je sais pas, à 80% noire, avec les descendances hein, du Ouais. light skin au plus foncé. Et on va avoir un préfet qui est blanc, on va avoir le directeur de l'ARS qui va être blanc, on va avoir en fait tous les hauts postes qui en fait ne représentent pas forcément la Population. population. Du coup, ben, forcément, il y a aussi ce rejet un peu de se dire, bon, voilà. Mais Mm. ça n'en fait pas un racisme anti-blanc, puisque dans tous les cas, il n'y a pas de conséquences institutionnelles. Il y a très peu d'agressions verbales dans tous les cas aussi par rapport à ça. C'est vraiment plus une impression d'oppression en fait qui se transmet dans ça. Dernière question un peu générale avant de recentrer un peu sur toi. Je suis parti plusieurs mois travailler à La Réunion et j'ai été marqué de la différence de traitement médiatique entre les actualités euh, hexagonales et les Mhm. actualités au dom-tom, quitte à avoir une chaîne en fait qui n'existe pas Plus. sur l'hexagone. La première, Ah, la il y a première, oui, première. oui, la première Et réunion, la oui, oui. France O qui vient de s'arrêter Voilà, définitivement, François mais qui même est France O, quand elle existait aussi bienveillante et sympathique sur la chaîne, ça reste une chaîne à part, ouais, qui vient traiter à l'extérieur des chaînes considérées exactement. comme hexagonales, si on Ouais, pourrait ouais. dire. Et ça vient entretenir aussi Cette différence de traitement. ouais, voilà, cette différence. Ouais. Mhm. Aux dernières élections régionales, tous les résultats de la France hexagonale ont été annoncés sur les chaînes nationales, quoi, sauf celle de l'outre-mer. Il n'y a eu aucune, c'est-à-dire qu'il aurait pu se passer n'importe quoi en outre-mer, personne n'aurait pu savoir. Et par exemple, en Martinique, le dernier élu est un ancien militant indépendantiste, etc. Donc il y a sûrement certains journaux qui auraient été très contents de le voir, etc., mais Mm. qui du coup n'en ont pas du tout traité. Donc oui, ça c'est sûr qu'il y a une grosse différence de traitement médiatique, ça c'est sûr et certain, ouais. Mm, mm. On nous présente comme un peu. Ça va être gentil, ça va être allez, on vous emmène en Martinique pour vivre le carnaval. Bref, du coup, ça ne traite pas du tout de la question de la façon qu'il faudrait. Alors aujourd'hui, est-ce que tu arrives à définir, ah oui, ce que tu es aussi, mais ce qu'est être français? C'est très dur, c'est très dur. Parce que, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, être français, c'est être français, avoir le papier, quoi. Il y a un truc très matériel, très factuel. Être français, c'est voilà, avoir la nationalité. Participer, en fait, à l'évolution du pays, au final, d'une certaine manière. Juste parce qu'on peut voter, par exemple. Mm, Je pense que c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que, d'une certaine manière, je crois que je me sens caribéen avant tout. C'est-à-dire que c'est la première chose que je dis. Quand je suis en tout cas à l'étranger, etc., je vais dire, ouais, je suis caribéen. Et après, je dis, je viens d'une île française. mm. Pour quand même, je sais pas, juste pour rajouter le côté. C'est comme le petit bonus, limite. C'est juste le petit truc qui me permet d'être en Union européenne. Mais sur le sentiment d'être français, sinon, oui, je vais dire que je suis quand même assez investi dans ça. Mais comment le décrire? Je pourrais pas. Je crois que c'est vraiment ultra personnel comme question. Et on peut se sentir français en étant autre chose. Et c'est très compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui essayent trop de cadrer ce qu'est être français, justement. Donc, ayant grandi en Martinique, aujourd'hui donc, tu vis à Bruxelles,
Quelles sont pour toi les forces et les possibles qui émanent de ton identité et tes origines martiniquaises? Mon identité culturelle, elle est, comment dire, elle est un peu compliquée parce que du coup, il faut quand même se dire que j'ai grandi sur une île caribéenne, avec des influences afro-caribéennes et des influences aussi européennes, mais avec une mère blanche venue d'Hexagone qui a grandi dans ça, dans vraiment la culture européenne. Donc du coup, il y a une double identité dans ce que je suis, parce que bah, j'étais le gamin qui allait chanter en créole, du dancehall et tout à l'école, et puis qui sur le chemin du retour dans la voiture avec ma mère écoutait Chéri FM, quoi. Donc du coup, il y a cette double identité, ce qui fait qu'en fait, peu importe le milieu où j'étais, j'ai toujours été un alien. Hmm. J'ai toujours été le mec qui avait le truc en plus, entre guillemets. Donc du coup, je pense que ça a créé un peu une... dans ma personnalité, ça a quand même créé une certaine indépendance, certaine solitude aussi, de faire un peu les choses dans mon coin, d'avoir un peu ce jardin secret en fait. Et de pouvoir m'adapter aussi énormément au milieu. Ça, c'est vraiment un truc, c'est-à-dire que même naturellement, je gomme mon accent. Là, si je réponds au téléphone et que c'est ma mère, on va entendre tout de suite l'accent martiniquais. Et puis là, on l'entend pas. Parce que du coup, et c'est, j'y pense même pas, ça se fait automatiquement en fonction du milieu où je suis. Donc du coup, ça m'a donné une certaine aisance sociale aussi quand même, d'avoir cette double culture, etc. Donc ça, c'est une force qui, je pense, est la principale, on va dire. Et puis la deuxième chose qui est vraiment, je trouve, forte, c'est que j'ai l'impression d'avoir un chez-moi. Ça, c'est un truc que, parce que j'en discutais avec ma mère, et elle me disait, si je pars de Martinique, est-ce que tu continueras à venir? Puisque bien sûr, j'aurais plus de pied à terre là-bas, mon père étant à Paris, ma mère étant en Martinique. Si elle décide de déménager, j'ai plus personne là-bas. C'est-à-dire que si j'y vais, il faudra que je sois un touriste. Il faudra que j'ai un Airbnb, etc. ou quoi. Bon, après, voilà. Et je lui disais, ben oui, parce que c'est chez moi. Il y a vraiment ce sentiment d'être chez moi. Et elle, qui vient de Nancy, qui a grandi toute sa vie à Nancy, qui est née à Nancy, elle était incapable de me dire qu'elle avait le même sentiment avec cette ville, avec cette région. Hmm. Elle se disait pas, c'est-à-dire que moi je lui disais, je rencontre un Martiniquais ou un Guadeloupéen ou un Guyanais n'importe où dans le monde, on va se comprendre, il y aura quelque chose. Forcément, on peut ne pas s'entendre, mais dans tous les cas, on va se comprendre. Hmm. Hmm. Et toi, si tu rencontres une Nancéenne dans l'autre bout de la Terre, elle me disait, bah, je vais trouver ça drôle, mais c'est tout, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un peu cette impression, justement, d'avoir une maison, d'avoir quelque chose d'autre, c'est-à-dire d'être envoyé en Europe, et puis si jamais il y a un problème, je rentre, tu vois. Tu parlais du gommage que tu avais automatique de l'accent. Bon, je sais que lorsqu'on bouge d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, parfois l'accent finit par s'amoindrir, mais lorsque tu arrives tout de suite à le reprendre, si tu réponds à ta mère au téléphone, est-ce qu'il n'y a pas une autorisation à pouvoir l'être pleinement à un moment donné et finalement une espèce de gommage pour être socialement accepté? Moi, ça me renvoie ça. Ça se trouve, je suis totalement à côté. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, je me dis que ma mère me connaît avec cet accent. Les autres personnes que j'aurai au téléphone me connaissent avec cet accent. Donc il n'y aura pas de jugement en fait. Mm, mm, Alors que forcément, si je suis dans un groupe social qui n'est pas du tout habitué à ça, j'aurais la tendance, c'est une protection de mm, gommer mm, l'accent au final. Même si c'est inconscient, c'est vraiment une protection inconsciente de se dire au moins j'éviterai les questions, j'éviterai les moqueries, mm. j'éviterai les gens qui vont essayer de l'imiter, donc c'est aussi les moqueries, les gens qui vont me demander de le pousser encore plus parce qu'ils trouvent ça drôle, etc., etc. Donc du coup, c'est vrai que voilà, c'est un gommage automatique ouais, pour me protéger et essayer de me fondre dans le groupe dans lequel je suis. Voilà. Est-ce que tu es fier d'être martiniquais? Ouais, ouais. C'est pourquoi? Non, je sais pas pourquoi. Bah, c'est la plus belle île, hein. C'est juste la plus belle île. Non, je suis fier d'être martiniquais, vraiment. Euh, Puis je suis fier de venir de là. C'est l'endroit où je me dis, je sors avec quelqu'un, où je suis très ami avec quelqu'un qui vient pas du tout de là-bas, j'ai envie de lui faire découvrir, j'ai envie de lui montrer à quel point. J'ai envie de lui faire entrer dans mon intime, en fait. La Martinique, je crois que je l'aime parce que c'est mon intime. C'est vraiment l'intimité totale là-bas. Ça fait
à peu près un an que tu vis à Bruxelles. Est-ce que tu te sens plus étranger en Bruxelles que le sentiment que tu avais en étant dans l'Hexagone? Hmm. Alors bizarrement, je me sens moins étranger à Bruxelles juste pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Quand je suis en France, il y aura toujours ce côté de me dire, ok, je suis martiniquais, donc je vous dis que je suis martiniquais. Puis il y aura cette double question un peu en mode, mais du coup, t'es français, comment ça se passe, Hum, hum, hum. etc. Là, il y a toute une histoire à faire, donc il y a vraiment une ambiguïté de se dire, oui, je suis français, mais il faut que tu comprennes que je viens de là, etc. Là, c'est juste, soit je dis je suis français, soit je dis je suis caribéen ou je suis martiniquais, etc. Et ça va pas plus loin. Donc en fait, je me sens moins étranger juste dans le sens que j'en suis déjà un. Et qu'en fait, il n'y a pas de questions qui vont avec, il n'y a pas voilà, de petits couacs comme ça, de petites questions qui peuvent être gênantes et tout. C'est juste, parle-moi de ton pays. Voilà. Moi, je vais parler de mon pays. Et il n'y aura pas de préjugement, en fait. Et dernière question qui va faire écho avec tout ce dont on a parlé, bon, qui est écrite comme ça, je pense qu'on peut aller un petit peu à côté. C'était en quoi être français, et du coup, et d'ailleurs, ou et d'origine étrangère te définissent, un minimum en partie. Être français et martiniquais, ça me définit dans tout ce que je suis, dans le sens où être français, ça me permet déjà de voyager partout sans problème. Ça, c'est un truc on peut pas nier. Donc déjà, ça définit une personne de Mm. pouvoir bouger comme ça, d'avoir aucune barrière, d'avoir une liberté, premièrement. Deuxièmement, être français, ça me permet aussi d'avoir une culture française, une culture européenne, quelque chose d'occidental, bon, qui permet quand même aussi de se fondre partout. Et puis, la culture caribéenne, la culture martiniquaise, la culture américaine, la culture hispanique aussi, puisqu'on reste quand même en Amérique centrale, donc on a énormément d'influences, si ce n'est plus d'influences jamaïcaines, américaines, Amérique latine, que d'influences européennes. Donc en fait, j'ai tous les avantages du français, et j'ai presque toute la culture française aussi, puisque c'est ce qu'on m'a appris. Et puis, en plus de ça, j'ai ce truc qui me rend un peu différent, Mm, qui fait qu'en fait, je vais n'importe où dans la Caraïbe, je vais pouvoir un peu comprendre l'anglais jamaïcain parce que j'ai grandi dedans. Je vais pouvoir parler créole dans certaines îles qui n'ont pas du tout la même langue officielle que moi et je vais me faire comprendre. À Sainte-Lucie, par exemple, dans certains endroits de Trinidad et Tobago aussi, où du coup, là, j'ai parlé le français martiniquais qui ressemble énormément à du français, le créole martiniquais, pardon, qui ressemble énormément à du français et je vais me faire comprendre. Et du coup, je trouve que ça permet d'être vraiment un lézard un peu partout. Simplement avant de partir, tu parlais de documentaires, notamment sur LCP, Public Public Sénat. Sénat, Public ouais. Sénat. Est-ce que tu as des ouvrages ou de la culture sous n'importe quelle forme qui permettraient de connaître un peu mieux la Martinique? Alors, il y a beaucoup d'ouvrages. Alors déjà, l'œuvre d'Aimé Césaire en général. Ça, c'est vraiment la fierté martiniquaise. Voilà, c'est un peu le père de la Martinique, c'est le père de la négritude, c'est le père de tout ça. Donc, lire l'œuvre de Césaire, ou en tout cas peut-être regarder un reportage dessus. Je sais qu'il y en a eu aussi sur Public Sénat, sur justement ce qu'il a fait en tant que député, ce qu'il a fait en tant que maire à Fort-de-France, etc. C'est déjà un bon démarrage. Puis après, si on veut aller plus loin sur la question colonialiste surtout, néocolonialiste, l'influence psychologique vraiment que le colonialisme a sur les gens. Je pense qu'il faut lire Frantz Fanon, Les damnés de la Terre. Les damnés de la Terre de Frantz Fanon, où là c'est vraiment un écrit, puisque bon, il était psychologue, donc il y a quand même des références énormément médicales, mais qui montrent aussi vraiment à quel point le colonisé est enchaîné en fait à sa condition de coloniser et que même après, parce que lui, bon, il fait l'étude en Algérie, mais en tout cas, ça résonne énormément sur ce qui se passe en Outre-mer. Et puis après, si on veut aller dans le roman, etc., moi j'ai un livre que j'ai adoré, qui est d'ailleurs un de mes livres préférés, qui s'appelle 90 secondes, qui a été écrit par... alors je sais plus le nom, Je chercherai. donc tu chercheras, et qui parle de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Donc c'était l'éruption la plus meurtrière qui se soit passée, etc. Ça a décimé toute une commune qui d'ailleurs était plus ou moins la capitale de la Martinique à l'époque. Et en fait, il y a énormément de références créoles. Il y a énormément de références justement
la Martinique post-esclavagiste avec les esclaves qui venaient d'être affranchis, mais qui avaient quand même cette condition toujours un peu d'esclaves, qui avaient toujours cette condition de colonisés et qui commençaient à monter en politique, parce qu'il faut se rendre compte que ce drame a eu lieu juste parce que les Békés avaient peur de perdre un siège en tant que député, puisqu'il y avait des élections justement, et ils avaient peur qu'en fait ce soit le parti des esclaves qui gagne. Et donc du coup ils sont restés dans la commune juste pour voter, et au final ils sont tous morts. Et du coup, ça c'est un très beau livre. Ça c'est un très beau livre. 90 secondes, c'est un très très beau livre. Sur tout ça, il est très intéressant. Il est très beau, en plus très bien écrit. Merci Maxence. Merci Raphaël. La rencontre avec Maxence a été bouleversante pour moi car une nouvelle fois, je ne mesurais pas cette réalité. N'hésitez pas à le découvrir aussi par sa musique, connue sous le nom de Saint-Maxence. Écouter les parcours de Safia, Marie-Amel et Maxence m'ont mis en colère contre l'absence de reconnaissance de l'ensemble des formes de racisme et l'impact qu'a leurs origines sur leur parcours. J'ai également été passionné par leur joie d'être issus de plusieurs cultures et de leur fierté d'être eux-mêmes. C'était le deuxième sujet d'Ipséité, merci beaucoup pour ton écoute. Je remercie les invités pour leur confiance et toutes les personnes qui me soutiennent. Vos retours sur le premier épisode ont été heureux et pertinents, merci pour votre bienveillance. Le prochain épisode traitera du sujet « Grandir et évoluer avec le deuil ». D'ici là, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi et à venir échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipséité.podcast. À très bientôt.